Donc le foie gras, c'est le terme un peu tout venant, mais le terme médical, c'est stéatopathie métabolique. Et sur les topos, on entend souvent surtout NAFLD, qui est l'acronyme pour Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, et qui regroupe donc toutes les pathologies du foie liées au foie gras. Le foie gras, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la stéatose hépatique, et cela correspond donc à l'inclusion de graisse, donc l'accumulation de graisse au sein du foie, et avec une accumulation qui concerne plus de 5% des hépatocytes. On élimine les stéatoses secondaires, qui sont les stéatoses liées à l'alcool, et on sait que chez l'homme, la consommation de plus de 3 verres d'alcool, 30 grammes par jour, peut conduire à une stéatose, et plus de 20 grammes par jour chez la femme. La stéatose médicamenteuse, et donc j'ai listé quelques médicaments qui sont pourvoyeurs de stéatose hépatique, les corticoïdes, la myodarone, tamoxifène, œstrogène et méthotrexate, mais aussi les stéatoses secondaires nutritionnelles, notamment la nutrition parentérale exclusive, et les causes génétiques, type maladie de Wilson ou métabolique. Ce schéma est très important car il permet de comprendre un peu plus en détail. Donc on a le terme général de stéatopathie métabolique, et au sein de ce terme général, on différencie deux entités. À gauche, je vais essayer de voir si je peux avec la flèche. Oui, voilà. À gauche, donc on a la stéatose pure, en fait, qui normalement avec le temps ne va pas bouger, et donc restera juste un foie gras. Et on y oppose la NASH, qui est la stéatohépatite non alcoolique, qui elle, en plus des lésions histologiques de stéatose, va présenter au sein du parenchyme hépatique une inflammation, une ballonisation. Et cette NASH, c'est elle qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce qu'elle, contrairement à la stéatose qui ne bougera pas, va évoluer dans le temps et va évoluer sur le mode de la fibrose. Et cette fibrose, elle peut être de plusieurs stades, du stade 0 au stade 4, et le stade 4, c'est la cirrhose et toutes les complications après que cela peut entraîner. L'épidémiologie donc je suis désolée, mais en fait la présentation a complètement bougé. Bon. L'épidémiologie donc de cette stéatose, elle est importante puisqu'on estime à 25% de la population mondiale qui serait concernée, que ce soit dans les pays développés ou les pays en voie de développement. En France, on a essayé d'estimer cette prévalence en s'inspirant de la cohorte Constance, qui regroupe en fait les données pour 200 000 patients qui ont suivi les centres de santé de la sécurité sociale, et on a trouvé un chiffre de 16,7% de la population, avec chez les hommes 25% des hommes qui seraient concernés par la stéatopathie métabolique et 10% des femmes. Ce nombre augmente avec l'âge, et on arrive même jusqu'à 36% chez les hommes entre 68 et 78%. Les facteurs de risque. En premier lieu, l'obésité, puisqu'on estime que presque 80% des patients obèses ont une prévalence, elle va augmenter avec l'index de masse corporelle et le tour de taille, et ce sera donc l'obésité abdominale. Mais également avec d'autres pathologies associées à l'obésité, le diabète de type 2, le syndrome d'apnée du sommeil et le syndrome des ovaires polykystiques. Sur ce schéma un peu complexe, on a essayé de voir la physiopathologie en fait, de la stéatose, et je vais essayer de simplifier un peu. En bas, donc, le tissu adipeux chez l'obèse, donc, qui va être inflammatoire avec une perturbation des adipokines, et qui va donc entraîner une augmentation du flux des acides gras libres, ici, qui vont directement se stocker sous forme de triglycérides et donner donc la stéatose hépatique. Mais également ne vont pas bénéficier de la bêta-oxydation et donc vont stagner au niveau du foie. Et de la même manière, les VLDL ne vont pas être exportés, mais au contraire stagner au niveau du foie. Cette stéatose, elle est également liée au glucose qui va être circulant et qui va favoriser la lipogénèse de novo, et là encore aggraver la stéatose. Autre facteur de risque de cette stéatopathie métabolique, c'est le diabète de type 2. On estime que 63% des patients diabétiques ont une stéatopathie métabolique. Vient ensuite le syndrome métabolique et l'insulinorésistance, qui est directement lié aux deux facteurs de risque précédents. Le syndrome métabolique, donc, je vous le rappelle, c'est la présence de 3 de ces facteurs.
Le tour de taille supérieur à 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme. Ça, ce sont des références, mais surtout pour les mesures américaines. Chez les Européens, on estime que cette valeur est plus basse, au-delà de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. L'hypertriglycéridémie, le bon cholestérol qui est trop bas, l'hypertension artérielle et la glycémie à jeun. Et on retombe sur l'insulinorésistance, voire le diabète quand les taux sont vraiment trop importants. Donc, je reviens sur ce schéma que je vous ai présenté au début. Donc, ce qui va nous importer une fois qu'on a posé le diagnostic de stéatopathie métabolique, c'est surtout de savoir si on est bien devant une NASH ou juste une stéatose. Et s'il y a cette NASH, où est-ce qu'on en est au niveau de la fibrose, puisque vous avez compris que c'est la fibrose qui fait tout le pronostic de cette pathologie. Sur cette courbe de Kaplan-Meier, on suit donc la survie en ordonnée en fonction du temps. Et les couleurs définissent les différents stades de fibrose du foie. En rouge, bien sûr, la fibrose de stade 4, la cirrhose, et on voit qu'avec presque 15 ans d'évolution, ou en tout cas entre 10 et 15 ans d'évolution, la courbe de survie chez les cirrhotiques, à cause de la NASH, est aux alentours de 10%. Comment on va évaluer cette fibrose hépatique ? La méthode de référence, donc le gold standard, c'est bien sûr la biopsie hépatique. Seulement, ça reste, comme vous le savez, une mesure très invasive et non dénuée de risque. Cependant, elle permet et de poser le diagnostic de stéatopathie métabolique et également d'évaluer la gravité, la sévérité, les signes d'inflammation et les signes de fibrose, voire de cirrhose. C'est pour ça que, à l'heure actuelle et depuis plus de 10 ans maintenant, se sont développés des tests non invasifs. Et dans ces tests non invasifs, on en a deux catégories. D'une part, les tests sanguins qui vont être simples et d'autres plus compliqués, et l'élastométrie. Les tests sanguins simples, ça va être des algorithmes qui, à partir de données simples d'une prise de sang, vont calculer, et ça par exemple c'est une application qu'on a sur smartphone tout simplement, donc on rentre les différentes données, on a un score qui sort, et ce score-là, comme celui-là qui est aussi accessible avec un algorithme directement sur Internet, nous donne des scores qui vont avoir un intérêt surtout pour leur valeur prédictive négative, à savoir que en dessous de cette valeur et en dessous de celle-là, la valeur prédictive est très bonne pour nous dire qu'il n'y a pas de fibrose sévère. Ces tests simples donc s'arrêtent à cet intérêt-là et ensuite on passera à des tests sanguins plus compliqués type fibrotest et fibromètre qui sont des tests donc en laboratoire qui sont sous-traités et envoyés donc à Paris et à Lyon et qui vont donner une estimation un peu plus précise du stade de fibrose de 0 à 4. En dehors de ces tests sanguins, on a l'élastométrie et habituellement on utilise un test sanguin et une évaluation par élastométrie pour confronter les résultats et s'assurer de la bonne concordance des résultats. L'élastométrie, c'est une mesure de la dureté du foie, de la propagation d'une onde dans le foie, et suivant la vitesse de propagation de l'onde, on estime la dureté et donc le degré de fibrose du foie. L'appareil le plus commun, c'est le FibroScan, mais se développe depuis quelques années en fait des échographes couplés avec l'élastométrie, et nous sommes en cours d'acquisition d'un de ces appareils au cabinet de gastroentérologie ici. Se développent également les appareils de résonance magnétique avec l'élastométrie associée, mais c'est encore en cours de validation. Une fois que cette fibrose, le degré de fibrose est évalué, il va falloir la surveiller parce qu'on sait que la fibrose progresse et sans facteur de risque, elle doit être évaluée tous les 2-3 ans, mais en cas de NASH, il faut même la réévaluer tous les ans. Et le rythme de progression, on estime que le patient progresse d'un stade de fibrose tous les 7 ans, voire cette progression double en cas de facteur de risque type hypertension artérielle associée. Pourquoi on va surveiller donc cette fibrose ? Donc on repart de la population générale, 25% auraient une stéatopathie métabolique. Sur ces 25%, 25% développeraient des lésions de NASH, de stéatohépatite. Et sur ces lésions de stéatohépatite, 25% iraient jusqu'à la cirrhose en 20 à 40 ans bien sûr.
Et sur cette cirrhose, comme toute cirrhose, quelle qu'en soit l'étiologie, le risque, c'est le carcinome hépatocellulaire, entre autres. La particularité de la NASH, c'est qu'en fait, on a vu se développer des carcinomes hépatocellulaires sans qu'on soit passé par le stade de cirrhose, c'est-à-dire avec une fibrose qui était encore modérée. Le carcinome hépatocellulaire, jusqu'à présent, on avait estimé que la première étiologie, c'était le virus de l'hépatite C, avec 48%. Seulement, avec l'avènement des antiviraux directs depuis plus de 5 ans maintenant et avec une efficacité, une guérison au-delà de 95%, la NASH est en passe de devenir, alors qu'elle était la deuxième étiologie, la première étiologie de carcinome hépatocellulaire. En tout cas, c'est une étude menée aux États-Unis. Le carcinome hépatocellulaire, on a dit que l'incidence, elle était de 5% par an quand on a une cirrhose. Et comme je viens de vous le dire sur la diapositive précédente, la particularité, c'est qu'on trouve aussi des carcinomes hépatocellulaires alors qu'il n'y a pas de cirrhose. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'hépatite C, où on passe bien par la case cirrhose avant de développer un carcinome hépatocellulaire. De la même manière, on a évalué les causes de transplantation hépatique aux États-Unis. Là encore, l'hépatite C était la première cause de transplantation hépatique, vous voyez, jusque dans les années 2014. Et de la même manière, on voit que l'étiologie NASH est en train de regagner cette courbe, d'autant plus que l'hépatite C est en bonne voie de guérison. Les complications donc de cette NASH, chez ces patients donc, qui présentent une stéatopathie métabolique, on s'est rendu compte que la première cause de mortalité, c'était surtout les causes cardiovasculaires. Et donc 15,5% des patients avec une NASH mouraient de causes cardiovasculaires contre 7,5% dans la population générale. Les autres complications, ça va être les différents types de cancers, puisque une fois il y a une prédisposition au développement de cancer, donc l'hépatocarcinome, on en a parlé, mais aussi le cancer du sein et le cancer colorectal. Le traitement. La première chose, ça va être bien sûr reprendre les règles hygiéno-diététiques. Cette étude est très intéressante. Elle a été conduite sur 1 an avec 293 patients qui avaient une NASH. Une biopsie a été faite au début de l'étude et a été faite au bout d'1 an de traitement. Le traitement, ce n'était pas un traitement médicamenteux, consistait à suivre un régime méditerranéen bien conduit et suivi par une diététicienne, associé à un exercice physique. Et c'était un exercice physique accessible, 30 minutes d'exercice intense par jour pendant 5 jours. Et les résultats sont très intéressants. Donc, résolution de la NASH. Quand les patients arrivaient à perdre entre 7 et 10% de leur poids corporel, 64% n'avaient plus de NASH. Et ceux qui arrivaient à perdre jusqu'à 10% au moins de leur poids, 90% avaient complètement guéri leur NASH. De la même manière, le NAS, qui est le score en fait histologique d'atteinte hépatique, on voyait également qu'au moins à 7% de perte du poids, les scores étaient atteints. Le bémol de cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que seulement 9% des patients inclus dans l'étude arrivaient à cet objectif de 7 à 10% de perte de poids et seulement 10% arrivaient à un objectif de plus de 10% de perte du poids. Ce qui correspond en fait à 20% globalement, donc seulement un patient sur 5 arrivait à cet objectif. Sur ce tableau sont rappelées rapidement quelques idées sur les règles diététiques. Donc on l'a dit, le régime méditerranéen, une diminution de la ration calorique de 500 à 1000 kilocalories pour une perte de poids par semaine entre 500 grammes et 1 kg. Enfin, nous avons notre diététicienne qui rectifiera tout ça. Donc le régime méditerranéen. Ce qui est surtout important et ce qui a été constaté dans la NASH, c'est que certains l'ont appelé la maladie du soda. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le fructose industriel contenu dans les sodas était très délétère pour ce gras qui va s'accumuler dans le foie. Et donc, il a été démontré qu'il fallait avant tout éviter le fructose industriel, éviter également toutes les graisses saturées et le régime méditerranéen correspondait au profil le plus adapté dans ce cas-là. Toujours pareil, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Les sodas, on vient d'en parler. La prise d'alcool, bien sûr, on l'a vu, c'est aussi une cause de stéatose. Donc,
limiter, voire éviter totalement l'alcool, et puis l'exercice physique qui est indissociable en fait des règles diététiques, avec une activité entre 150 et 200 minutes d'activité physique modérée à intense, aérobie en tout cas, par semaine. Oui. La perte de poids de 500 à 1000 grammes par semaine ne doit pas dépasser 1000 grammes par semaine, parce qu'on peut avoir au contraire des effets désastreux si on fait maigrir trop vite. Trop vite. Sur le plan pharmacologique, on est un petit peu démuni pour l'instant et il n'y a aucun traitement validé dans la stéatopathie métabolique. Ce traitement, si on arrivait à en avoir un, serait indiqué surtout dans les NASH avec une fibrose déjà au moins modérée, F2. À l'heure actuelle, plusieurs équipes recommandent, à défaut d'avoir mieux, la prescription de vitamine E à 800 unités par jour, car les études ont montré qu'elle améliorait la stéatose et la NASH, à défaut par contre d'avoir un effet sur la fibrose. Le problème étant que ce produit, il y aurait une possible toxicité de ce produit avec une possible augmentation des cancers de la prostate chez l'homme de plus de 50 ans, vous me direz ou pas, des accidents hémorragiques et une augmentation de la mortalité globale. Et donc, certaines équipes proposent un essai pendant 6 mois du traitement en cas de cytolyse hépatique, avec, en l'absence de disparition de la cytolyse hépatique, un arrêt au bout de 6 mois. La liraglutide est un produit qui favoriserait la résolution, donc un analogue de GLP-1, et favoriserait la résolution de la NASH et réduirait la progression de la fibrose, mais là encore, le produit n'est pas validé et on attend des études complémentaires. On arrive enfin à la chirurgie bariatrique. Succinctement, donc, les indications de l'HAS sont un IMC supérieur à 40, et donc le docteur Fournier reviendra bien sûr là-dessus, et un IMC supérieur à 35 associé à une comorbidité, et la NASH fait partie de ces comorbidités qui peuvent être énoncées. Cette chirurgie bariatrique, elle pourrait être envisagée, mais seulement en l'absence de cirrhose, d'où l'importance d'évaluer le stade de fibrose avant d'envisager une chirurgie bariatrique. En l'absence, bien sûr, d'efficacité des règles hygiéno-diététiques bien conduites. Et il semblerait, mais là encore le docteur Fournier dira, que la chirurgie bariatrique n'aurait pas de répercussions sur le foie, ou en tout cas pas de toxicité, pas de retentissement sur la fonction hépatique. Cette étude très intéressante, en fait, qui a été menée donc sur 5 ans. Ici, donc, les patients ont été opérés et puis on les a suivis sur 1 an puis sur 5 ans et on s'est rendu compte que, donc pas de NASH, c'est en bleu ciel, que par rapport au stade initial, à 1 an et à 5 ans, 85% des patients n'avaient plus de NASH quand on refaisait une biopsie de contrôle. De la même manière, on a étudié la fibrose et on s'est rendu compte qu'à 1 an et à 5 ans, la fibrose avait régressé pour 34% des patients, avec quelques cas même de disparition de cirrhose. Ici, donc, on a la cirrhose en marron et donc le nombre de cas qui diminue. Alors, vous me direz pourquoi la cirrhose, alors qu'on avait dit qu'il ne fallait pas opérer quand ils avaient une cirrhose. Sans doute que c'est des cirrhoses qui ont été diagnostiquées a posteriori et une fois l'intervention réalisée. Voilà, ce schéma assez indigeste pour vous montrer qu'en fait, les perspectives thérapeutiques sont très nombreuses et en fait, beaucoup de molécules sont à l'étude pour le traitement de la NASH avec différentes pistes antifibrotiques, certaines molécules jouant sur le métabolisme du glucose, bien sûr, anti-inflammatoires, le traitement immunomodulateur, le métabolisme des lipides et sans doute que dans les années à venir, bien sûr que certaines molécules sortiront et on l'espère en tout cas pour les patients. Donc en conclusion, la stéatopathie métabolique atteint 25% de la population mondiale. Cette pathologie doit être recherchée chez tout patient ayant une insulinorésistance, un surpoids, une obésité, un syndrome métabolique, un diabète de type 2 et une anomalie du bilan hépatique, et c'est tous les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Le pronostic de cette pathologie, vous l'avez compris, est lié vraiment au degré de fibrose hépatique. Son traitement repose dans un premier temps sur les modifications du régime alimentaire et la pratique d'exercice physique, et les deux sont liés.
Aucun traitement pharmacologique n'est validé à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de perspectives en attente. La chirurgie bariatrique améliore la nage, on l'a vu sur l'étude présentée. Et dans le bilan préopératoire de la chirurgie bariatrique, une évaluation de la fibrose hépatique est indispensable. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous écoute.